Bonjour tout le monde, bienvenue à Personne en parle, une balado produite par Maison Internet House. Je m'appelle Marie-Pierre, je suis votre co-animatrice pour cette balado. Si ce n'est pas la première fois que vous êtes avec nous, vous connaissez déjà un petit peu notre concept. À Personne en parle, on parle de sujets dont on n'entend pas assez parler. On discute parfois de sujets qui peuvent être tabous. Et j'ai le bonheur de le faire avec ma co-animatrice, avec Sylvie Gravel. Bonjour Marie-Pierre. Comment vas-tu? Ça va super bien. Ça va bien, excellent. Aujourd'hui, Sylvie va encore une fois mettre son chapeau de fouineuse. C'est Sylvie qui arrive toujours avec des questions qui sont un peu déstabilisantes pour nos invités ou qui vont soulever plein de préjugés, d'idées préconçues sur nos sujets. Puis aujourd'hui, tu manqueras pas de matière, je pense. Non, je ne manquerai pas d'inspiration, je crois. Non, parce qu'on parle d'immigration aujourd'hui. Et on va le faire avec deux invités qui sont Winnie Imalé, citoyenne engagée, et aussi Sonia Behilil, qui est chargée de projet pour l'Association des communautés francophones de l'Ontario. Alors, on s'en va les retrouver tout de suite en studio. Sonia, Winnie, merci d'être avec nous à Personne en parle aujourd'hui. Bonjour et merci. Oui, on est content de vous avoir. On aime ça avoir deux invités à part de ça, là. C'est le fun, il y a plus d'échanges, c'est encore plus dynamique. Merci d'être là pour venir jaser avec nous d'immigration. Pour commencer, je vais demander à chacune d'entre vous de vous présenter, d'expliquer d'où vous venez, de quel pays vous êtes originaire, quel contexte qui vous a amené ici au Canada. Bref, votre petite histoire, à commencer par Winnie. D'accord, merci. Ça va être un plaisir pour moi. Je vous remercie d'abord le fait de nous avoir acceptés ici. Pour moi, je viens du Congo-Brazzaville. Donc, mon père était réfugié politique. Il a rencontré ma mère là-bas. Donc, il était en situation de danger. Donc, on est venu par l'entremise du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Okay. Le Canada a été le premier pays qui nous a acceptés. Ça a été les premiers répondants qui nous ont choisis. Donc, on est venu ici immigrer au Canada comme réfugiés. Ça fait combien de temps de ça? Là, il y a de cela depuis 25 ans, plus ou plus. C'est en 1992 à peu près. Puis toi, tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 8 ans. 8 ans. Oui. Parfait, excellent. Merci. Ça nous donne un peu une idée d'où tu viens. Puis toi, Sonia, je vais te poser la même question aussi. D'abord, merci. Moi, je viens de France. Donc, je vais fêter mes 1 an au Canada très, très bientôt, là, dans quelques jours. J'ai étudié en France. J'ai aussi fait une partie de mes études en Norvège, en sciences sociales et sciences humaines, avec une spécialisation en politique comparée. Et puis, j'ai longtemps agi dans l'inclusion et l'accueil aux nouveaux arrivants. Donc, puis là, ton poste actuellement? Et oui, et maintenant, je suis chargée de programmation à l'ACFO SDG, où on agit aussi sur l'immigration. Excellent. Merci beaucoup pour ce petit tour d'horizon très rapide. Hein? Ça se résume pas de même, une vie d'habitude, là, mais oui. ça a été assez rapide, mais ça nous aide à un petit peu mieux vous connaître. Winnie, je vais commencer par te poser une question. Là, toi, dans ton cas, en tant que réfugié politique, tu avais 8 ans, mais j'imagine que c'est peut-être quelque chose ensuite que vous avez rediscuté en famille. Tu as dit qu'il y avait 3 pays vers lesquels on pouvait se tourner. Le Canada était le premier, mais est-ce que c'est long, ce processus-là? Comment ça fonctionne quand on est réfugié politique, dans le fond? Réfugié ici au Canada, ça fonctionne comment? C'est-tu long? C'est-tu anxiogène? C'est-tu compliqué? Comment ça fonctionne? C'est un processus pour les demandes de réfugiés lorsqu'on arrive automatiquement au Canada, étant donné que c'est dans un contexte, on dirait, de guerre ou un contexte de fuite pour des raisons de vie ou de mort. Le processus est un petit peu plus rapide que les autres demandes. C'est une bonne nouvelle. Puis aussi, on est déjà résident permanent parce que le Canada choisit les pays qui sont les plus à risque et choisit les réfugiés par rapport aussi avec les valeurs canadiennes pour pouvoir les accepter que ces familles-là viennent. C'est pas choisi vraiment de façon très aléatoire. Les dossiers sont vraiment étudiés. L'immigration au Canada est une immigration sélective, que ce soit les immigrants qui sont les qualifiés, les immigrants économiques. C'est vraiment pas, on arrive comme ça, c'est improvisé. Non, il y a une politique d'immigration
qui est très, très coté avec un processus. Donc, quand vous arrivez, vous obtenez déjà votre résidence permanente? Oui, pour les réfugiés, oui. Ils arrivent déjà comme réfugiés. Et puis, on est accueillis par des organismes qui sont locaux, qui accueillent les réfugiés au niveau. On va recevoir les meubles, les habits, les vêtements et tout ça. Les enfants vont être inscrits à l'école. Pour notre part, comme on venait d'un pays francophone, il n'y avait pas vraiment de classe de français, mais parfois, ça demande une classe spéciale où il y a la francisation, le processus de francisation qui se fait. Il y a toujours un élément qui arrive d'un choc culturel parce qu'il n'y a pas la neige dans les pays chauds. Donc, ça, c'est l'élément. Et puis, pour les enfants, c'est beaucoup plus facile l'intégration aussi. Que par rapport aux adultes et tout. Les enfants ont une meilleure intégration. Donc, pour les adultes, il faut s'intégrer économiquement. Il faut parfois retourner à l'école. Et ça, des fois, les gens sont démotivés et tout ça, d'aller reprendre le processus, refaire une formation qui va être adaptée, chercher à avoir l'expérience canadienne. Mais il y a des bons organismes, comme qui a à Cornwall avec l'ACFO qui accueille très bien les nouveaux arrivants. Oui. Okay. Puis, vous avez aussi accès à un logement, là, quand que tu dis on est accueilli par un organisme. Est-ce que c'est l'organisme qui a trouvé le logement ou quoi que ce soit? Oui, c'est l'organisme qui va aller chercher le logement pour les nouvelles familles. Ils vont faire le processus vraiment d'intégration, vraiment le logement, l'école, l'inscription à l'école des enfants, trouver les vêtements d'hiver, avoir des fois la visite de quelqu'un qui est un travailleur social qui va venir à la maison, voir un peu comment ça se passe aussi, la dynamique, l'intégration, comment que ça se fait avec l'école. Apprendre aussi sur les valeurs canadiennes, l'alimentation aussi, parce que l'alimentation est différente. Et quand on arrive au Canada, il faut essayer un peu aussi d'adapter par rapport aussi avec l'alimentation d'ici. Du Canada. Oui, du Canada. Donc, vous avez quand même un assez bon encadrement à votre arrivée dans votre nouveau pays d'accueil. Oui, il y a un très bon accueil qui se fait avec les organismes. Donc, Sonia, excuse-moi, Marie-Pierre. Vas-y, Sonia et Winnie, immigrants, réfugiés, demandeurs d'asile, est-ce que c'est toute la même chose? J'aime qu'on me pose cette question. Explique-nous un peu. Je pense là, que les c'est différents vraiment, statuts. peut-être par là qu'on devrait commencer. Nous, à l'ACFO, on va parler de personnes vulnérables. Donc, c'est des personnes qui sont dans des statuts où il y a effectivement un besoin d'inclusion, puis il va falloir agir en ce sens. C'est important de dissocier les différents types d'immigrants. Tout le monde n'est pas là par choix. Surtout qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on le vit, il y a différents types de flux humains. Il y a des flux humains qu'on n'a jamais connus, d'ailleurs, et des flux humains qui sont motivés par différentes choses. Donc, Winnie le mentionne, il y a les motivations politiques, quand il y a un risque de l'être humain, et puis là, ça engage les droits fondamentaux, et c'est pour ça qu'on a l'UNHCR qui est présent et qui agit en ce sens. Donc là, on a des réfugiés politiques, on a des guerres civiles, des irrégularités dans les sociétés qui imposent la protection de ces hommes et de ces femmes qui ont besoin de fuir. Donc, ils ne sont pas là par choix. Donc là, c'est différent d'un immigrant. Quoique, on pourrait aussi encore dire qu'un immigrant, il n'est pas nécessairement là par choix. Donc, il y a des contraintes. Il y a des contraintes qui peuvent être personnelles. Il y a des contraintes qui peuvent être dues à l'environnement. Et puis, il y a aussi le flux humain qui est dû... ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est tout nouveau d'ailleurs, les réfugiés écologiques. On l'a vu avec les feux en Amazonie. C'est des flux humains qui ont été bougés, des gens qui sont délocalisés. Oui. Donc là, il y a ces personnes que nous, on appelle vulnérables, qui sont là, pas nécessairement par choix, qui se retrouvent dans un vrai contexte de conflit en eux-mêmes d'abord, au-delà de ce qui s'est passé dans leur environnement. Puis il y a les immigrants qui font le choix de venir ici. Donc il y a les immigrants qui viennent pour des raisons économiques, qui vont venir pour des opportunités, un peu comme moi aussi. C'est un petit peu ça aussi que je cherchais, c'était quelque chose qui correspondait à ma vocation. Donc par choix, je suis venue ici. Puis là, c'est différent, il y a des statuts qui sont différents. Donc oui, effectivement, je pense qu'il faut... commencer par là, par ce discernement de ce qu'est un immigrant. Un immigrant, c'est celui qui va se délocaliser, puis qui va aller ailleurs pour des motivations diverses. Il y a le réfugié qui va être là parce qu'il ne l'a pas choisi, mais parce qu'on lui aura donné un statut de réfugié, parce qu'on aura considéré que sa vie est en danger, ou que son bien-être est en danger, que ses droits fondamentaux sont réprimés, et donc il va falloir le bouger. Et puis l'autre, c'était... Demandeur d'asile. Demandeur d'asile. Ben, le demandeur d'asile, c'est aussi dans ce sens, c'est-à-dire que lui va faire le choix de ce pays-là, il va demander l'asile parce que il va
à partir d'un dossier bien établi, bien sûr, et dans des structures bien définies, essayer d'établir son profil et de dire que, justement, sa vie n'est pas viable là où il est et puis qu'il va falloir se déplacer. Mais dans le cadre de réfugiés, c'est dans un contexte, excusez, pour sa sécurité. Hein? On a dit une question de vie ou de mort, c'est dans ce cas-là. C'est ça. C'est réfugié, puis je pense que l'arrivée, c'est plus facile au Canada. Mais Oui. quand on arrive à titre d'immigrant ou de demandeur d'asile, est-ce que c'est facile d'émigrer au Canada? Je pense que dans tous les contextes, on ne peut pas parler de facilité. Même Comment dans ça le s'est cas passé de- pour toi, admettons, toi qui faisais un choix délibéré Ouais. de venir? Est-ce Je vais que faire du pouce à ce qu'elle a dit. Oui, La majorité des gens qui viennent et qui migrent, à 56%, selon le rapport de 2006 du Parlement canadien, ce sont des immigrants qualifiés économiques. Donc, la majorité des immigrants qui sont au Canada sont des immigrants qui font le choix de venir au Canada. OK. Donc, plus de 56%. Puis maintenant, il y a une petite minorité que le Canada va aller chercher parce que, par ses valeurs, parce qu'elle croit aux valeurs internationales des droits humains et les Nations unies, elle va accepter une certaine petite proportion de réfugiés à l'échelle internationale. On va voir de la vague d'immigration qui vient des réfugiés congolais parce qu'il y a eu de la guerre au Congo avec les femmes et tout ça. On va voir les réfugiés afghans, on va voir les réfugiés irakiens. On a même vu dans les années 70 aussi avec les Vietnamiens. Quand il y avait la guerre au Vietnam, le Canada a accepté une certaine proportion d'immigrants qui sont issus des minorités visibles et des pays en situation de guerre. Donc, ceux-là sont une minorité. Mais c'est une minorité de 44 C'est ça que Non, parce que tu m'as dit encore moins, 56. peut-être C'est qui les 3% ou 10%, même pas plus que 10% OK. qui représentent les réfugiés, les demandeurs d'asile OK. et tout. C'est peut-être moins de 5%. J'ai pas les statistiques exactes, mais ça atteint même pas 10%. OK. Parce que tantôt, tu me Ouais. disais qu'il y en avait 56 qui étaient là par Oui. choix. Fait que là, moi, j'ai fait un Puis calcul. tu as là, les étudiants. Oui, tu as J'ai les oublié de étudiants aussi, Ah, t'as les voilà. visiteurs. regroupements familiaux. Ouais. Oui. Tu as les étudiants, les visiteurs, mais une grosse partie, c'est pour des raisons économiques. Donc, des gens d'affaires, des gens qui ont une bonne condition, des médecins qui choisissent de venir au Canada. Et ceux-là sont à 56%. C'est le fun parce que ça enlève pas mal l'image là Le que stigmatisme, ouais, que c'est... Oui. que c'est des gens qui viennent envahir. Donc, la majorité du pays a besoin des immigrants économiques. Et puis, c'est celle-là qui constitue la majorité de l'immigration. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on entend beaucoup dire que les immigrants, ils viennent pour profiter de notre système et de nos taxes. Donc, de nos taxes. Donc, ça, ce que tu viens de dire à 56 c'est pour une raison économique, bien, ça défait ce mythe-là. Là. Exactement. Exact. Ça aussi, puis j'ajouterais que par rapport à cette remarque qu'on entend bien souvent de personnes qui viendraient pour profiter de taxes ou de profiter du notre bien-être système. économique qu'il y aurait ici, il ne faut pas oublier aussi que nombreux des immigrants, alors là par contre je ne connaîtrais pas les statistiques exactes, mais nombreux des immigrants qui s'installent ici au Canada viennent avec des fonds, une richesse qui a été établie ailleurs. Donc si on veut vraiment parler de produits puis de ce qui se fait pour une économie, c'est en Oui. quelque sorte un stimulus qui est apporté d'ailleurs. Donc c'est quand même un renforcement économique quelque part. Je vais appuyer ce que tu as dit avec les statistiques. D'accord? Winnie, c'est la fille de Stani, est arrivée préparée. Elle est arrivée Il y préparée a aujourd'hui. eu un rapport qui dit qu'il y a près de 13 milliards de dollars, que ça a été entre 2016 et 2017, l'apport des immigrants qui sont juste comme des visiteurs et tout ça qui viennent. 13 milliards? Oui, 13 milliards que ça a profité au Canada. Wow. Donc, c'est On pour n'entend dire pas que... parler de ça? Non. Oui. Non? C'est pour Donc, ça qu'on en parle, la personne en parle. Non. Effectivement, parce qu'on n'entend pas parler. Ce qu'on entend parler, c'est Oui. que les immigrants viennent ici pour voler nos jobs, Oui. voler nos... Tu sais, profiter de notre système de santé, profiter de nos taxes. Ils viennent chercher... Donc, J'en profite pour réagir sur voler notre job Oui. parce qu'il faut savoir aussi qu'un employeur au Canada, lorsqu'il est face à un recrutement, puis qu'il a un candidat étranger et un candidat canadien, s'il tentait qu'il faisait le choix de recruter la personne qui vient d'un pays étranger au dépit de celui qui est du Canada, il doit le justifier.
s'il doit le faire venir dans notre pays, il doit le justifier. Et ça, c'est tout un dossier. Et les travailleurs qui sont à l'étranger et qui souhaitent venir s'installer au Canada, ils doivent faire face à ce processus qui parfois prend 1 an. Donc ça, c'est aussi bon à savoir. Je pense que j'ai mal Ouais. Dis-moi ça, contexte. j'ai mal compris. Je le mets en contexte. Oui, s'il te plaît. Robert travaille en France, puis il en a assez de sa carrière. Il souhaite partir au Canada. Il trouve un emploi sur Internet, il candidate, il envoie sa candidature, il est retenu après son premier entretien. Et là, l'employeur, lui, est face à Robert qui vient de France et à, je sais pas, Jean-Claude qui vient du Québec. Et puis il se dit, ben là, je prends lequel correspond le plus à mon entreprise. C'est Robert. Mais Robert, ben, pour venir, avant de venir, l'employeur va devoir justifier pourquoi il a recruté un étranger plutôt qu'un Canadien. Oh, oui. Donc ça, c'est une situation qui se rencontre beaucoup. Puis je le sais parce que justement, je faisais partie de cette communauté de Français expatriés. Et il y en a beaucoup qui font face à ces procédures qui prennent beaucoup de temps. Et c'est la même chose aussi quand il s'agit de faire une entrée express, qu'on appelle, pour avoir une résidence permanente automatiquement. Si on veut avoir un employeur qui nous sponsorise, comme on le dirait, là aussi, c'est tout un processus. Puis beaucoup d'employeurs ne le font pas parce que c'est beaucoup de travail, c'est très laborieux. Oui. Donc ça, c'est aussi bon à savoir. Oui, puis je vais faire un pas en arrière. Je t'ai posé, puis là, on est lancé dans les statistiques. Toi, de ton expérience, qui est là de ton plein gré, ça t'a pris combien de temps du moment où on t'a dit, là, moi, l'Ontario, le Canada, ça me plaît, puis j'ai envie d'y aller, du moment où tu prends ta décision à ce que tu arrives finalement ici, ça peut représenter combien de temps? Alors, on va reparler de statistiques un petit peu comparé à ce qui se fait habituellement. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Ça s'est fait très rapidement. OK. Donc, le visa dont j'ai profité, c'est un accord bilatéral entre le Canada et la France. Donc, un permis vacances-travail, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une expérience internationale qui est offerte par le Canada pour les Canadiens en France, puis pour les Français qui partent au Canada. Donc moi, j'ai saisi ma chance, j'ai décidé de m'inscrire et quand je me suis inscrite, normalement, ça prend à peu près 3 mois pour la sélection, mais moi, ça a pris 1 semaine. Donc déjà là, il y a eu comme une avancée très rapide, donc j'ai été sélectionnée rapidement. Puis là, ensuite, j'ai fait mon dossier, puis je me suis remise dans le bassin de sélection. Puis là aussi, ça a été très vite. Donc, j'ai eu beaucoup de chance en ce sens-là. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais là, par contre, c'est une loterie. Ça, c'est bien connu. Il n'y a pas de critères. Il y a des critères d'inscription pour le permis vacances-travail, mais il s'agit d'un bassin, puis c'est du tirage au sort. OK. Donc, on n'a pas de critères définis pour la sélection hors du bassin. Chaque année, il y a un chiffre qui est établi dans l'accord bilatéral. Donc, ils vont dire 150 000. C'est 150 000 Français qui vont venir. Puis là, ils vont aléatoire. Puis moi, c'était avec la pandémie en plus. Donc, c'était beaucoup plus complexe après. Puis comme tu disais, tu mentionnais, c'est pas à donner à tout le monde. Donc, ça veut pas dire que c'est la même chose qui va se passer au Congo ou dans un autre pays. Donc, je suis contente qu'on ait abordé ça parce que pour clarifier, parce qu'on disait ils viennent voler nos jobs, mais comme tu dis, s'il y a un employé ou quelqu'un qui postule qui est en dehors, dans un autre pays, puis quelqu'un qui postule qui est au Canada, s'ils choisissent celui qui n'est pas au Canada, il doit justifier. Ça veut dire qu'à partir du moment où ils ont choisi des travailleurs étrangers, c'est parce qu'il n'y en avait pas. Exactement. Au départ, qui est au Canada, qui est complet. Puis on le voit souvent, surtout durant l'été, avec dans les fermes, sur les fermes, pour la récolte, les travailleurs agricoles, comme on a entendu parler surtout là avec la pandémie et tout ça, on entendait des propriétaires de fermes agricoles qui attendaient après la main-d'œuvre de gens qui venaient de d'autres pays, puis que le processus prenait plus de temps à cause de la COVID et tout ça. Donc, mais je suis contente qu'on ait clarifié le fait que c'est pas un automatisme là, où ce que la personne, elle applique, puis on va choisir elle va nous coûter moins cher que l'autre. Non. Ben, c'est ça. Puis surtout, dans mon cas, moi, ça m'a demandé une préparation individuelle. Donc, il a fallu, moi, que je me prépare et que je sois disponible pour l'employeur. C'est-à-dire que c'est pas mon employeur qui a facilité la transition. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu mon entretien, j'avais déjà mon visa, j'étais déjà prête. Je me souviens encore très bien, c'était il n'y a pas si longtemps. Je disais à Céline que mes valises étaient prêtes. Quoi. Tout était prêt. C'était mon processus. Puis après, ça a été juste la transition où là, j'ai eu de la chance. Quoi. Puis, tu sais, on a bien parlé, comment vous avez été accueillis à titre de réfugiés. Quand on vient par soi-même, est-ce qu'on a aussi un appui pour s'installer ou c'est comme, vas-y ma grande, organise-toi? J'aurais envie de dire que
le contexte établi tel qu'il est demande à ce que la personne qui fait le choix de venir s'installer soit préparée. Donc, nous, dans nos dossiers, quand on les fait, qu'on fait la demande du permis vacances-travail, on nous demande d'avoir un certain montant dans notre compte en banque qui est justifié. On nous demande, oui, on nous demande d'avoir ce montant-là. On nous demande que lorsqu'on passe la frontière, qu'on ait le montant pour un billet retour dans le cas où la situation ne se passerait pas comme prévu. On nous dit qu'il va falloir aussi être en mesure de s'installer soi-même, de trouver tout ce dont on a besoin pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et dans le montant établi qu'on doit avoir dans notre compte en banque, c'est censé pouvoir subvenir à nos besoins pour 3 mois, dans le cas où on ne serait pas en mesure. Donc, le système établi tel qu'il est aujourd'hui demande à la personne qui se délocalise de gérer sa délocalisation. Faut que tu te magasines un appart avant. Pas nécessairement. Ça Eux, dé- ils disent, ça, ben là, ça- c'est ça ça. dépend. Là, je veux dire les bémols parce que elle, c'est un cas spécifique où elle choisit d'être immigrante qualifiée de façon économique. Vous avez parlé tantôt des employeurs qui sont au niveau agricole, qui vont aller chercher les travailleurs au Mexique. L'employeur va favoriser l'intégration de l'immigrant, va pourvoir au niveau du logement, va mettre en place des structures. Pour ce qui concerne les étudiants, il faut que l'étudiant lui-même approche les organismes d'établissement. Les organismes d'établissement ne sont pas fermés. Donc, ils s'attendent à ce qu'ils vont recevoir le type d'immigrants qui va être les étudiants, les demandeurs d'asile, l'immigrant économique qui va vouloir se renseigner sur les services qui sont offerts. Okay. Donc, même quand l'immigrant arrive comme elle et qui est quand même assez débrouillard, il y en a qui sont des fois pas au courant au niveau du système de formation, les formations auxquelles ils doivent prendre pour s'adapter avec les réalités du Canada et du système. Par exemple, quelqu'un qui a fait le domaine du droit, c'est pas forcément un besoin qu'il y a ici. Donc, si cette personne-là veut s'insérer professionnellement, il y a un ordre professionnel au niveau du droit. Donc, en approchant les organismes communautaires, la personne va être au courant de qu'est-ce qu'il peut mettre en place comme mécanisme pour pouvoir se recycler, continuer à travailler dans le même domaine. Et c'est la même chose pour un médecin aussi. Donc, si le médecin, il arrive au Canada, les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, c'est à travers aussi les organismes d'intégration et d'établissement que le nouvel arrivant va apprendre aussi à savoir que son diplôme de médecine, il faut qu'il fasse une demande d'équivalence et tout ça. Donc, le rôle des organismes comme l'ACFO, SDG, c'est capital pour tous les types d'immigrants. C'est là que je m'en allais avec ma prochaine question. Peux-tu nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que l'ACFO fait pour aider, pour épauler les gens qui arrivent ici? Je suis contente d'y aller aussi dans cette direction. Alors, en effet, l'ACFO SDG agit sur le sujet de l'immigration. J'aime mieux dire le sujet que la problématique, parce que je pense que c'est pas beau quand on dit ça. Non. Le sujet de l'immigration, et on n'est pas seul. Donc, nous, notre mission, c'est aussi d'agir au niveau de l'établissement, de la connexion communautaire, de la cohésion communautaire. Ça, ce que ça implique, pour être un peu plus clair, c'est qu'on agit sur plusieurs étapes de l'inclusion. On n'agit pas uniquement au moment de l'arrivée. On va être là tout le long pour vraiment dynamiser, renforcer notre communauté élargie. Puis on n'est pas tout seul. Donc, on a des partenaires d'autres organismes locaux et régionaux. Donc, on a l'OHJD, l'organisme Horizon Jeunesse Démunie, la CIEAO, qui est l'organisme des communautés africaines et caribéennes. On a la FIF, l'Association des femmes immigrantes francophones. Donc, ça, c'est très local. On agit avec elles. Ce sont des partenaires avec qui on travaille constamment sur nos projets et nos programmes liés à l'immigration. Puis après, un peu plus en régional, on a le réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est ontarien, avec qui on travaille beaucoup également, et puis le CESOC, qui agit économiquement sur l'établissement. Et depuis récemment, là, ça fait pas très longtemps, on a aussi quelqu'un en connexion communautaire et dans le programme d'appui à la réinstallation des réfugiés, le programme PAR. Donc, on est beaucoup d'acteurs qui agissent ensemble sur le sujet de l'immigration et puis sur toutes les étapes qui invitent les immigrants à s'installer et puis à s'inclure dans leur communauté. Super. Puis, Winnie, si je te pose la question, je sais que tu étais toute jeune, ça fait vraiment longtemps que tu es ici, mais je ne sais pas si tu t'en souviens à l'époque, ou peut-être plus tard dans ta vie d'adulte, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile
à venir vivre ici au Canada? Y a-t-il quelque chose qui était plus difficile, quelque chose qui était plus un défi, quelque chose qui t'a surpris? OK. Bon, en tant qu'immigrant francophone, c'est un atout d'avoir le français comme langue, l'une des langues officielles au Canada. Donc, c'est un avantage, c'est un atout. Mais il faut dire que l'insertion socio-économique est un défi, même pour le francophone, parce qu'on va demander que la personne soit bilingue. Donc, le Ouais. défi du bilinguisme, d'avoir la maîtrise de l'anglais, donc le fait de ne pas maîtriser complètement l'anglais, ça peut être une barrière pour le francophone, l'immigrant francophone. Est-ce que ça, c'est parce que tu es en Ontario? Est-ce on t'exigerait la même affaire si tu étais au Québec? Au Québec aussi, Au Québec aussi. à certains domaines, par exemple le domaine bancaire, certains domaines qui sont quand même, on va exiger aussi l'anglais. Le domaine communautaire, pas vraiment, mais le fait d'être bilingue, c'est un atout, que ce soit à Montréal, que ce soit à Ottawa, les grandes villes, c'est un atout. Et je pense que ça, c'est l'un des défis de l'immigrant francophone. Mais il y a beaucoup plus d'éléments positifs par rapport à l'immigration que d'éléments négatifs. Et Ah je oui? pense que oui, l'immigrant qui arrive doit avoir une approche d'ouverture. C'est vrai qu'il y a le choc culturel qui fait partie du processus. On découvre une minorité qui peut être un peu froid par rapport à l'immigration, qui peut avoir certains préjugés, mais c'est une minorité. C'est vrai, on ne peut pas faire le déni du racisme et tout, mais quand on regarde en perspective de façon générale, je donne un exemple même. J'ai été faire pour Élections Canada scrutatrice. J'étais avec M. Singh, qui est un Sikh. Oui. Donc, il y avait son bureau et le mien, puis on parlait à tout le monde. Il y avait une dame qui ne voulait pas nous parler, et lui, ça lui dérangeait. Il m'a dit, ah, Winnie, regarde la dame à côté, là, elle veut rien savoir de moi, elle veut rien savoir de nous, peu importe qu'est-ce qu'on peut lui dire. Et je lui ai répondu, si tu regardes la majorité des gens qu'on est rentrés dans le bureau d'élection, est-ce qu'ils nous ont bien accueillis? Il m'a dit oui. Donc, ne te focalise pas sur les Le petit 5, point. le petit 1%. Ouais. Regarde la majorité des gens qui t'accueillent et tu vas trouver ta place. Il a ri et puis tout à coup, ça a changé toute la dynamique. Il allait aider, il allait m'aider, me soutenir aussi pour faire le décompte de mes scrutins et tout ça. Mais ça, c'est un processus pour l'immigrant d'arriver à ça, avoir cette guérison-là. Parce qu'on s'attend d'être bien accueilli, que tout se passe bien, ça flotte sur un. Ouais. Puis dès qu'il y a une qui ne nous veut pas, des fois, ça peut braquer l'esprit et ça peut amener que l'immigrant va se fermer dans sa coquille. Mais après, quand tu regardes le portrait général, c'est simplement une minorité. Malheureusement, cette minorité-là, on dirait qu'on l'entend trop. On dirait qu'elle prend de la place. Puis, mais ça me rassure, qu'est-ce que tu me dis, que tu sais, oui, ça arrive, c'est présent, le racisme, puis tout ça, mais que c'est pas ça ta réalité à toutes les heures. Tu sais, qu'il y a du bon monde encore, puis que c'est ça, la majorité, ça me fait du bien de l'entendre. Ça me rassure. Et je pense, comme quand je t'entends, c'est qu'on on tente à généraliser autant sur les Canadiens et Canadiennes que sur le côté des immigrants et immigrantes qui arrivent au Canada. Donc, on focalise sur le petit groupe ou la personne qui a des préjugés, qui a... donc, Effectivement. OK. Moi, j'ai entendu dire, puis peut-être, tu sais, souvent on entend dire les immigrants noirs parlent fort, les immigrants musulmans, c'est tous des terroristes, puis les jeunes immigrants, c'est tous des hors-la-loi. Est-ce que c'est des préjugés ou est-ce que c'est on généralise là, quand je dis ça ou J'espère que oui, sinon ça va pas bien la vie. J'étais tentée de faire une blague, puis je me suis dit, mauvaise idée. Ben, bien sûr, on généralise parce que quand on regarde dans nos communautés, quand on regarde dans nos lieux de travail, quand on regarde à l'école, nos voisins, nos collègues, est-ce que c'est ça le reflet qui est donné? Non. Donc, je pense que souvent, c'est le discours populiste qui amène ça, ces préjugés-là. L'ignorance, le fait de ne pas connaître l'autre, la peur de l'autre.
la peur de tout ce qui est différent. C'est ça qui amène à ce qu'on puisse adopter les préjugés. Mais il y a aussi des préjugés aussi qui peuvent arriver de la part des immigrants. Donc, quand on arrive aussi dans le processus migratoire, il y a des préjugés qu'avec le temps, ça tombe. Heureusement qu'on est dans un pays de diversité, puis ça a toujours été un pays qui prône la diversité. Et ça fait que ces discours-là sont de moins en moins présentes. Il y a des mesures qui sont mises en place pour éduquer les gens. Puis même récemment, des commissions qui vont favoriser la réconciliation avec les Autochtones. Ça démontre vraiment que le pays va dans le bon sens. Il y a une ouverture. Pour abattre justement des préjugés contre les différents peuples et les différentes populations. Donc, c'est ça, c'est une minorité. Malheureusement, ça va toujours exister. On ne pourra pas abolir complètement, mais l'éducation, l'information, la prévention, comme on fait de la même façon avec la violence faite aux femmes. Donc, ça vient briser les stigmas. Puis, là, je vais dire quelque chose. J'ai l'impression aussi que ces préjugés-là sont peut-être dans une génération un petit peu plus vieille. Pas nécessairement. Ben, je sais pas. Mais, tu sais, je me dis, mais je regarde mon gars, il va à l'école. Oui. Il a plein d'amis de toutes sortes, d'origines. Tu sais, pour lui, c'est normal. C'est la vie, c'était comme ça. Fait que, je sais pas, j'ai l'impression, peut-être que ça vient d'un peu des gens qui ont peur de l'inconnu, tu sais, qui n'ont pas eu à côtoyer des personnes qui viennent d'autres pays. Je sais pas, c'est l'impression. Mais je pense que ça se traduit autrement aujourd'hui. Il faut aussi être prudent. Puis j'aime qu'on ait mentionné et qu'on ait articulé ces stéréotypes-là parce que c'est des choses qu'on entend. Puis à force de les entendre, parce que comme vous le dites, ben, c'est des choses qui sont présentes depuis longtemps. Puis c'est bien souvent des générations beaucoup plus âgées qui les emploient. Mais aujourd'hui, on a d'autres types de mots, de messages qui vont être tout aussi biaisés au final. C'est le petit regard, c'est la petite découverte, c'est « Ah, je veux goûter ça ». On parle aujourd'hui d'appropriation culturelle. Oui. Ça aussi, c'est le sujet du moment. Mais parce que, en fait, on développe notre langage, on a des langues qui sont vivantes, puis on garde le même message, mais on change la manière dont on l'articule. Puis je pense que c'est important de souligner la prudence sur l'emploi de ce genre d'expression, sur l'emploi de ce genre d'attitude, puis d'éduquer davantage. Puis je pense que moi, c'est une chose qui m'a attirée ici aussi, c'est qu'on a des communautés qui sont dynamiques puis qui sont très rapprochées. Alors oui, il y a des différences qui sont plus ou moins célébrées, mais on a des organismes locaux qui agissent. Puis là, vous le sentez bien arriver, l'ACFO agit dans ça, puis ça, j'en suis très fière. C'est que justement, on va aller avec l'objectif d'agir dans ce sens, mais pas avec l'outil pour agir dans ce sens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on sait que c'est notre mission, on sait que c'est notre objectif, mais on va célébrer autre chose. On va célébrer quelque chose de commun. On va apporter un projet culturel, un projet artistique, un projet de développement économique ou stratégique. Puis ensemble, on va travailler. Puis c'est en travaillant ensemble qu'on se crée notre communauté à nous, puis qu'on est dynamique ensemble. Puis c'est là qu'on efface ce genre d'expressions. Alors, on ne les supprime plus, c'est pas qu'elles n'existent plus. Elles sont là, elles sont présentes, on les connaît, mais on n'a plus le besoin de les employer, on n'a plus le goût de l'employer parce qu'on est habitué à travailler ensemble. Puis ça, moi, je suis contente quand j'entends que des jeunes de maintenant qui sont habitués de vivre en pleine diversité sans que ce soit quelque chose à relever pour dire « Ah ben tu vois, là, dans ma classe, il y a tant d'élèves qui viennent de tel ou tel pays. » Moi, je trouve ça magnifique. Pour moi, ça, c'est une réussite parce que je pense que c'est le premier pas vers un développement durable pour nos sociétés et pour nos communautés localement. Puis, dis-moi, toi, de ton côté, as-tu vécu des déceptions en arrivant ici? Ça va faire 1 an bientôt. Là, c'est vraiment, c'était au tout début de ta vie ici. Petite jeune. J'aime quand on dit ça. Mais as-tu vécu des déceptions de ton côté? Honnêtement, je pense que ma seule déception, elle a été causée par le COVID, essentiellement. Ah, ben oui. C'est vraiment cette pandémie-là qui m'a comme freinée. Là. Mais au-delà de ça, j'avouerais... peut-être un petit discours trop optimiste, là, mais je trouve que je suis tombée dans une communauté tellement dynamique, puis tellement forte, dans plein de sens. Puis on est vraiment une communauté élargie, puis il n'y a qu'à voir nos événements. Puis je sais que Winnie était là à ton arrivée. Oui, ben, elle était là. Puis plusieurs des projets que j'ai l'idée, puis dans lesquels j'ai participé, et puis j'ai eu la chance et le plaisir et l'honneur de l'avoir avec nous. Donc, c'est des liens concrets comme ça, on va se croiser dans différents contextes, puis on évolue ensemble. Moi, je pense toujours à une phrase quand je mentionne ces choses-là, c'est
il y a eu un événement, c'était pendant le mois de l'histoire des Noirs. Bernadette Clément faisait un petit message au début, puis elle disait qu'elle se sentait à la maison, puis elle mentionnait les noms des personnes qu'elle voyait à l'écran, puis elle a mentionné le mien, puis elle dit, ben là, je me sens à la maison. Puis je me suis dit, waouh, c'est comme j'étais frappée avec ça, c'est de dire que on se sent chez nous en revoyant des visages. Puis Winnie fait un peu partie de mon environnement aussi maintenant que je suis là. Je m'inclus dans cette communauté et c'est grâce à des relations qu'on crée comme ça. Puis des visages qu'on reconnaît. Quand je suis rentrée, j'ai reconnu les vôtres aussi. Oui. C'est ça on sent, mais c'est ce qui contribue. C'est ça, les Je visages pense que c'est familiers, là. hein, c'est qu'est-ce qui est familier, puis Exactement. on se sent en sécurité, on se sent bien. Mhm. Vraiment. Exactement. Moi, j'ai une autre question. Winnie, toi, tu as ta citoyenneté canadienne, tu es une Canadienne, ce qui n'est pas le cas de Sonia qui vient d'arriver et tout ça. Je sais pas, on entend souvent que c'est comme la croix et la bannière, que c'est le bout de la chenoute pour obtenir ça, que c'est long. Ce l'est-tu vraiment ton expérience, mais aussi peut-être ce que vous entendez autour de vous, c'est-tu compliqué? Dépendamment du statut, mais comme j'ai dit, le réfugié vient déjà, il est déjà résident permanent. Donc, c'est au moment, le processus quand tu obtiens la résidence permanente varie d'une personne à une autre et la manière dont le dossier va être traité parce que l'immigration doit vérifier la véracité des documents qui ont été proposés. D'où la raison pour laquelle certains dossiers prennent un délai. S'il faut recontacter la police ou Interpol dans le pays pour vérifier le dossier judiciaire de la personne et son profil de travail pour voir si les informations qui ont été fournies sont véridiques, ben, certains pays ont des systèmes de gestion et de gouvernance qui sont beaucoup plus longues. Donc, c'est pas la... quand immigration va contacter ces pays-là, ben, elle doit attendre selon le processus de ce pays-là. Puis si dans ce pays-là, ben, ça prend 1 an pour que tu aies un dossier, une vérification, ben, l'immigration va attendre 1 an aussi pour pouvoir obtenir... Donc, c'est la raison. Oui, c'est d'où la raison de la lenteur du processus. C'est sûr que les individus, en tant que personnes, ne voient pas qu'il y a une bureaucratie et des systèmes qui sont mis en place. Et ils vont tout de suite dire, OK, bon, c'est le gouvernement qui retarde le dossier et tout ça. Mais c'est vraiment un processus, c'est du cas par cas, dépendamment du statut. Donc, celui qui demande l'asile et qui dit qu'il est en danger, ben, il faut qu'on vérifie s'il est réellement en danger dans son pays. D'où cette longueur que ça prend. Donc, c'est pas toujours la faute du gouvernement canadien. Non, c'est pas toujours la faute. Okay. Ouais, c'est le processus, le traitement du dossier qui peut prendre du temps entre la demande de résidence et c'est du cas par cas. Donc, quelqu'un peut venir du Congo, a soumis le dossier comme demandeur d'asile. Son dossier peut passer en 1 an, 2 ans, puis l'autre, ça peut prendre 4 ans. Ben, c'est pas la même situation, c'est pas le même cas, c'est pas le même problème, c'est pas la même histoire. Donc, il faut faire les démarches qu'il faut pour que la personne puisse obtenir la résidence. Mais entre la résidence et la citoyenneté, il y a à peu près 3 années. Et je pense même que ça a été réduit. Mais dans le temps où je suis venue, tu as 3 ans pour faire ta demande de citoyenneté quand tu obtiens ta résidence. Mais c'est quand même un processus qui est lourd, hein, qui est long pour une personne immigrante. Oui. Puis, les personnes dans leur pays, là, à partir du moment où ils veulent immigrer au Canada, est-ce qu'ils ont de l'aide ou du soutien dans leur pays d'origine pour venir au Canada? Quand tu dis ça prend les papiers, après ça, il faut vérifier. Parce que j'imagine, plus que nos papiers sont bien remplis, on a toutes les informations qu'on a besoin et tout, là, à partir de ce moment-là. Donc, est-ce que ça facilite les choses? Donc, est-ce que dans le pays d'origine, ils ont l'aide pour compléter ces papiers-là? Non, des fois, ils n'ont pas sont laissés à eux-mêmes. d'aide et puis ils ne sont pas habitués à remplir les demandes avec toute la paperasse et tout ça. Je peux juste imaginer. Fait que c'est ça qui fait que beaucoup se découragent. Et ils vont pas aller faire la demande ou ils vont vouloir... C'est bien quand il y a des consultants juridiques, des organismes aussi, qu'on dirait aussi, je ne sais pas si l'ACFO le fait, mais le CESOC aussi aide au niveau de remplir les formalités. Par exemple, lorsque les réfugiés vont arriver et ils veulent faire parrainer un des membres de leur famille, ils vont remplir la demande avec le nouvel arrivant. Surtout ceux qui ont des défis au niveau des barrières linguistiques, ils vont participer à ce processus-là pour aider l'immigrant à faire venir sa famille. Donc, j'imagine quelqu'un qui est à l'extérieur et qui veut que tous ses membres de sa famille qui puissent réunir les documents nécessaires pour venir. C'est compliqué, c'est assez complexe.
Ouais. Je Vraiment. vais juste apporter une petite précision. Ça dépend aussi du statut puis du motif de délocalisation. IRCC a mis en place différentes agences à l'étranger. Puis c'est des personnes qui sont là-bas puis qui soutiennent aussi, qui vont créer des ateliers, qui vont solliciter et renforcer l'immigration à l'extérieur du Canada. Donc on en a, je me rappellerai pas de la ville, je m'excuse, mais il y en a un en Afrique. Il y en a, je crois qu'il y en a plus d'un d'ailleurs, mais il y en a un à Paris. Puis il y en a plusieurs comme ça, puis ils agissent ensemble. Et ils vont créer des ateliers virtuels depuis le début de la pandémie, où justement ils vont Pour aider. aider, dire ben, tiens, voilà les programmes qui existent actuellement qui vous permettraient de venir vous installer au Canada de manière durable ou non. Et puis aussi, les sites Internet et le site Internet de IRCC offrent une pléthore de Mais, ressources. oui, mais Mhm. même là, tu sais, je veux dire, même pour moi, si j'ai besoin d'aller pour un papier, d'obtenir un document ou quoi que ce soit, même aller sur les sites web, parfois, c'est pas toujours évident Non, là, de c'est vrai. comment Ah accéder oui. à l'information, puis Effectivement. tout ça. Donc, je peux juste imaginer, là, Juste quand faire t'es une dans demande de un... passeport, c'est compliqué. Et voilà. Et voilà. Donc, Oui. oui, Elle dit, oui, Nia effectivement. dit, tiens, toi, là, c'est tellement rien. Qu'est-ce qu'on Oui. peut faire? Je vous lance la question à toutes les deux. Qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyenne canadienne ou citoyen canadien pour favoriser, comment on peut bien vous accueillir? Qu'est-ce qui aide? Qu'est-ce qui vous a aidé, vous, quand vous êtes arrivé ici, de la part de Canadiens, Canadiennes déjà établis? Bah, moi, personnellement, ça a toujours été les domaines de l'éducation, sont des modèles, hein. Les Oui. profs, les enseignants, c'est des modèles d'inspiration. Ils ont une approche positive, ils croient en la jeunesse, ils croient au potentiel, peu importe d'où tu viens. Donc, il y a des valeurs qui sont véhiculées là au travers du système de l'éducation. Les profs, les éducatrices, T'as eu des profs qui t'ont marqué, you are the best. Yeah. mais t'en as des Oui. enseignantes, des enseignants Oui. qui t'ont marqué. Oui, Carole Ouais. Marcoux, j'ai eu un prof, j'ai eu Linda Massé, j'ai eu des profs aussi au collège qui m'ont inspiré aussi leur passion, leur fougue. C'est ça, des éducatrices aussi, à l'enfance aussi, qui m'ont beaucoup touchée. Moi, c'est ça, les profs, les directeurs, je suis en amour avec toutes les C'était des profs. modèles inspirants Pour moi, toi. c'est des modèles inspirants. Puis aujourd'hui, je reviendrai, puis on jaserait. Parce que j'avais une passion juste comme à les écouter. Les profs, eux, quand tu tends l'oreille pour les écouter, tu les as là. Que t'aies juste cette motivation-là à vouloir écouter, apprendre, ça crée une relation, puis ça te permet d'apprendre et aussi de mieux t'intégrer. Et tu intègres aussi des valeurs universelles, des valeurs d'égalité, des valeurs de justice, ouais, des valeurs d'inclusion. Donc, pour moi, c'était le milieu de l'éducation. Moi, je vous dis, ils font un beau travail, chapeau. Bravo. Bravo. Le milieu communautaire aussi, qui est très capital parce que le milieu communautaire aussi sélectionne pas, donc inclut, sert de pont. Donc, à Cornwall, Lac-Faux, tout ça. C'est ça, je me suis toujours engagée dans la communauté comme bénévole. Pour moi, c'est une façon de redonner. C'est une façon de redonner à ce que le Canada m'a apporté. Puis ce que je trouve qui est intéressant, on dit toujours comme l'immigrant doit d'abord se demander pas qu'est-ce que le Canada peut m'apporter, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Oh. Qu'est-ce que moi je peux faire pour ma communauté? Comment est-ce que je peux la servir, ma communauté? Et moi, je trouve que ça, c'est quelque chose d'important. Et souvent, à travers certains défis de la vie, on perd l'essentiel. Et ça, c'est Ouais. l'essentiel, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter pour sa communauté. Puis tu parles, Ouais. tu parles de ton implication. Oui. Justement, je m'en allais avec ma prochaine question. On a beaucoup parlé de ton passé. Oui. Mais là, t'en es où? Aujourd'hui, tu es très impliquée. Raconte-nous où tu en es et où tu t'en vas, là, présentement. Ben, c'est ça. Comme on dit, par rapport, je parlais des obstacles économiques et tout ça, mais essayer de trouver une formation qui est adaptée, d'aller chercher les besoins, comme si c'est l'anglais, aller chercher les cours d'anglais de façon constante pour apprendre. J'ai un voisinage qui est très accueillant à Cornwall, des anglophones. Tu parles pas un mot d'anglais,
eux, il n'y a pas de problème. Tu peux dire ce que tu veux, faire des fautes. Donc ça, c'est cet espace-là de sécurité que je veux comprendre qui tu es avant de comprendre d'où tu viens. Ça, c'est chapeau l'Ontario. ça, on va donner le chapeau à l'Ontario. Qui tu es avant de savoir d'où tu viens. Oui, ça, c'est typique à l'Ontario. Je veux savoir qui tu es avant de savoir d'où tu viens. Donc, c'est ça. Les voisins te saluent, te parlent. La communauté noire est très minoritaire. Donc, les voisins sont très accueillants. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est ça, ça m'a encouragée. Mon anglais s'améliore, tu vois. Donc, tu peux faire des fautes. Donc, l'espace aux fautes. Je sais que nous, les francophones, on est très piqués. Comme des fois, sur les fautes, on va corriger. Ils te laissent parler. Ils disent « Ah, je comprends, je comprends. » Fait que là, après un moment donné, tu t'arranges un peu, tu te corriges. Il y a moins de pression. C'est ça. C'est dans ce sens-là. Et puis, l'engagement communautaire dans la francophonie avec l'ACFO, c'est Diane Poirier qui m'a accueilli, mon mari, qui nous a accueillis, qui est la présidente de l'ACFO, qui nous a très bien accueillis. Céline aussi. On a participé à toutes les activités, même si mon mari travaille dans un contexte en tant que partenaire. Mais il y a toujours eu cet accueil-là, puis à travers des activités, les rendez-vous francophones, où on crée des liens. Et quand il y a eu des activités pour les enfants, avec le Père Noël, même si on n'avait pas d'enfants, on a participé, on est allé voir les familles, on est allé jouer au quai. Donc, il y a eu plusieurs éléments. Donc, c'est de s'impliquer. Oui, c'est vraiment, on t'accueille, on te dit, tu es membre de la communauté, tu fais partie de la francophonie. Et ça, c'est quelque chose que c'est vraiment important. Ça booste, ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie de... Le sentiment d'appartenance. Oui, le sentiment d'appartenance, de plus s'engager, de sentir la fierté d'être francophone et d'appartenir à sa communauté, d'avoir un petit impact, d'apporter son petit grain de sel. Donc, c'est ça. De faire une différence. Oui, de faire une différence. Donc, c'est ça. Exactement. Merci. Puis avant de vous laisser aller, mesdames, je vous laisse le mot de la fin. On va commencer par Sonia. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton passage aujourd'hui à Personne n'en parle? Mais pas nécessairement de mon passage, là. Je sais pas ce que je voudrais qu'on retienne de moi, là, nécessairement. Mais de ce que j'ai dit, je pense que, oui, c'est de faire le discernement entre tous ces types de statuts, de qui est-ce qu'on a devant nous, puis de comprendre aussi, surtout, que tout le monde n'est pas là nécessairement par choix. Puis s'il est là par choix, c'est quelque chose à célébrer. Ça veut dire qu'on a identifié, on a repéré quelque chose de beau chez nous, puis que la personne a été attirée pour ça. Premièrement, puis deuxièmement, je pense que c'est ce que disait Winnie il y a un instant, c'est que le processus d'inclusion, c'est de se sentir chez soi, c'est de se sentir bien où on est. Et je pense que c'est un processus qui demande un engagement des deux côtés, aussi bien de la personne qui arrive que de celui qui accueille. Puis on n'essaye pas de reposer une responsabilité d'accueillir, mais une responsabilité individuelle de faire en sorte que l'environnement dans lequel on est soit pas mal accueillant, mais juste ce qu'il faut. C'est ça. Je pense que ce serait certainement ces deux éléments-là. Puis aussi la force de la communauté. Ça, c'est important. Toi, Winnie? Moi, c'est d'abord l'immigration, c'est quelque chose de positif. Il y a beaucoup d'éléments plus positifs que du négatif. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais que les gens y retiennent. Et il faut aussi aller vers l'autre. Il faut aller vers l'autre dans sa communauté d'accueil. Aller vers l'autre aussi, c'est un pas vers l'intégration. Donc, j'encourage beaucoup. Je sais que les organismes, oui, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi? Mais aller vers la communauté, aller vers les organismes, regarder quels sont les services qui sont là, s'impliquer aussi, donner un peu de temps. Je sais que les gens vont dire, oh non, nous, on est une famille, on a beaucoup de choses à faire, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça, même de façon ponctuelle. On peut le faire. On n'est pas obligé de prendre un engagement qui nous oblige à être là tout le temps, même de façon ponctuelle et périodique. Tu sais, il y a des périodes où on dit, souper de Noël, activité, panier de Noël, on va juste aller distribuer ou quelque chose. Quelqu'un qui a du temps pour donner, juste même à une banque alimentaire, ça fait toute la différence. Et en même temps, oui, ça aide beaucoup à être au cœur même de sa communauté et de comprendre le pouls et sur quel rythme la communauté bat et sur quel rythme
est-ce qu'il faut prendre, c'est quelle direction qu'il faut prendre aussi. Oui. Donc, c'est à peu près ça que je pourrais dire. Bien, mesdames, merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci d'être aussi merveilleuses et merci de faire partie de notre communauté. Oui, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à vous. Wow! Hein? Le monde de l'immigration, c'est-tu assez complexe à ton goût, Sylvie? Oui, vraiment. Puis, ce que je retiens, moi, Marie-Pierre, de la rencontre que nous venons d'avoir avec Winnie et Sonia, c'est que l'immigration, vraiment, c'est méconnu. Je pense que c'est ça qui fait peur à tout le monde. C'est l'ignorance, hein, c'est de ne pas savoir. Exact. Donc, je pense que c'est de s'informer parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Mais j'ai aussi appris aujourd'hui qu'il y a des immigrants. Il y a une différence entre réfugiés, immigration. J'ai aussi appris qu'il y a immigrants économiques. Puis aussi qu'on a beaucoup stéréotypé, dire, OK, les immigrants noirs parlent fort, les immigrants musulmans, c'est tous des terroristes, les jeunes immigrants noirs, eux autres, c'est juste pour faire du trouble, faire partie des gangs de rue. Donc, ça nous a permis de clarifier ça avec Winnie et Sonia et aussi que c'est quoi la réalité pour quelqu'un qui veut immigrer au Canada. Oui, puis c'était quand même intéressant parce qu'on avait deux réalités complètement différentes. Tu sais, dans le cas de Winnie, réfugié, dans le cas de Sonia qui s'en vient ici vraiment par intérêt puis pour le travail. Oui. Donc, j'ai trouvé ça aussi super le fun d'avoir ces deux témoignages-là puis pouvoir un peu faire la part des choses aussi. Et aussi, j'ai été surpris d'apprendre que, économiquement parlant, l'immigration, ça rapporte au Canada. Ça rapporte Donc, des très gros sous. oui. Puis oui, moi aussi, c'est bien qu'on le mentionne. Peut-être que ça va aider certaines personnes à changer leur vision, leur regard qu'ils peuvent porter sur l'immigration. Exact. Donc, aujourd'hui, on avait le bonheur d'avoir Sonia qui est de l'ACFO SDG avec nous. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce qu'ils font, bien, n'hésitez pas à aller visiter leur site web, le www.acfosdg.ca. Puis aussi, le 10 novembre prochain, au centre Charles-Émile Claude à Cornwall, eh bien, l'ACFO organise son deuxième forum Action Immigration et tous sont les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur leur événement. Un événement présentiel, c'est rare. Oui. Voir des gens, des vraies personnes. Vraiment, on on encourage tout le monde à y aller puis prendre les informations. C'est vraiment intéressant. Exactement. Puis, si vous voulez avoir plus d'informations sur qui nous sommes, nous, Maison Internet House, bien, écoutez, rendez-vous sur notre site Internet. Vous allez vite réaliser qu'on est une agence multiservice qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Et si vous avez besoin de nos services, si vous êtes victime de violence, mais il y a plusieurs façons de nous rejoindre. Oui, Marie-Pierre, il y a 3 façons de nous rejoindre, soit par téléphone, soit par texto ou clavardage. Vous pouvez avoir l'information sur le site. Notre site web, à droite en haut, il y a un bouton rouge. On est là 24 heures sur 7 pour vous aider. 24 heures sur 24, 7 jours sur ouais, 7. 7 jours sur 7, ça serait mieux que 27 heures dans une journée, mais oui, effectivement, 24 sur 7. Merci Sylvie, merci tout le monde d'avoir été avec nous. C'était un bonheur de discuter de ce sujet-là. Puis, ben, on se revoit bientôt pour une autre balado. Cette série de balados est rendue possible grâce au soutien financier du ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires dans le cadre de l'entente Canada-Ontario sur les services en français.